Héribert Labelle Adjovi, bonjour. Bonjour Fortune Hondefa, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes le gouverneur du magazine Le Label Diplomatique qui vient de faire peau neuve. Oui, absolument. Nous sommes à notre septième édition qui est lancée aujourd'hui même. Et donc, dans ce numéro, évidemment, nous sommes revenus sur la réélection du président français Emmanuel Macron et son impact sur l'Afrique à travers une question quid des relations France-Afrique. Mais également, nous avons donné la parole à des Africains d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire des Africains à l'intérieur du continent, comme ceux de la diaspora, pour donner leur avis sur ce que doit être désormais les relations France-Afrique. En dehors de ce sujet, nous sommes revenus sur, en rétro-actu sur le sommet ou le forum, le deuxième forum précisément diplomatique Turquie-Afrique. Et nous avons parlé notamment de la solidarité, le partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Nous avons fait un clin d'œil au tout nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de brigade Fructueux Baguidi, dans ce septième numéro. Mais je ne vais pas oublier le trône d'honneur parce que chaque fois, chaque trimestre, nous donnons à une personnalité internationale noire la possibilité de vraiment s'exprimer à travers le magazine. Et cette fois-ci, nous avons eu la première réalisatrice noire à être produite à Hollywood, Eshene Palsi, que je salue au passage parce qu'elle est une fidèle téléspectatrice de cette émission, parce qu'à chaque fois, elle reçoit nos vidéos. Alors, je finirai en parlant de cet hommage particulier que nous avons rendu à un senior, à un vieil homme de plus de 100 ans, 104 ans précisément. Un ancien combattant. Un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, M. Abiola Abimbola. Comme on le voit à l'écran, c'est un magazine qui porte l'Afrique, qui se bat pour que cette Afrique-là recouvre sa gloire d'antan. Absolument, et c'est pour ça que j'en finirai en disant que, comme toutes les parutions, il y a la rubrique diaspora africaine, et là, nous avons les échos de la primature, tout ce que le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine, son Excellence M. Louis-Georges Tin, il a fait durant ces 3 derniers mois. Nous avons eu une interview également avec la première vice-premier ministre, son Excellence Madame Ketura Amouako, qui nous a parlé des grands chantiers de l'État de la diaspora africaine actuellement. Et enfin, nous avons parlé avec notre compatriote béninois, Salem Ayena, qui est ambassadeur de l'État de la diaspora africaine, mais surtout doyen de la faculté de diplomatie et de relations internationales de l'État de la diaspora africaine. Le label diplomatique partenaire de TVC Bénin. Absolument. Ma décision aura réussi à réconcilier deux partis politiques rivaux, celui de l'ancien président Alpha Condé et le parti de Céline Dalein Diallo, historique, disons, opposant à Alpha Condé. Comment expliquez-vous cela, Héribert Labelle Adjovi? Non, je pense que c'est le jeu du pouvoir, parce que le parti d'Alpha Condé estime que Alpha Condé ne devrait pas partir, donc qu'ils aillent dans le sens que les militaires quittent le pouvoir maintenant et tout de suite, cela va de soi. Et maintenant, quand on prend Céline Dalein Diallo, on sait très bien qu'il a envie de goûter au pouvoir, si j'ose m'exprimer. Au plus haut niveau, absolument. Parce qu'il a goûté pendant longtemps au pouvoir, lorsque il a été vous avez, Premier ministre, notamment. Vous pouvez être Premier ministre, mais ce n'est jamais être président de la République. Être président de la République, vous avez le pouvoir suprême de l'État et c'est toujours différent. Donc, c'est tout à fait normal, c'est le jeu normal de la politique. Mais le problème véritable, c'est de savoir quel est l'état de la Guinée depuis 1958 que Sékou Touré a pris le pouvoir, les déboires avec l'ancienne puissance coloniale, la France,
et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que la Guinée a traversé. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui, il est important de remonter le temps d'État. Ben, absolument. Sauf que il faut toujours se méfier d'un coup d'État militaire. Et c'est pour ça que je ne veux pas dire que 3 ans, c'est tout à fait ce qu'il faut. Je n'en sais absolument rien parce que c'est la suite qui va déterminer quels sont les grands chantiers que le CNT va mettre à exécution. C'est à ce niveau qu'on verra s'il faut vraiment 3 ans ou si en fait 1 année et demie pouvait suffire ou 2 ans. J'en sais absolument rien. On verra le sérieux du gouvernement de transition à l'aune des grands projets, des grands chantiers qui seront engagés. Et je pense que c'est à ce niveau que le travail se situe. Sinon, le délai n'est pas un problème. Si depuis 1958, ce pays a stagné et que le peuple a beaucoup souffert, à part les premières années de l'ère Sékou Touré, quand il n'y avait pas encore les grands mouvements et tout ce qui est arrivé, mais on a vu, le peuple n'a pas eu de satisfaction particulière. Et donc, si à travers ce régime militaire, avec des civils qui sont l'Assemblée constituante, quelque chose peut changer véritablement en Guinée, je pense que ce serait bon pour le moral, puisque vous savez très bien, on est aujourd'hui dans une conjoncture internationale, mais particulièrement sous-régionale, dictée après la crise, je vais dire, la crise virtuelle de la Covid-19. On a maintenant, tout le monde parle de la crise de l'Ukraine avec ses conséquences, où on a vu les prix des produits tripler partout. Et donc, dans ces conditions, on n'est pas très loin d'instaurer la loi martiale. Prennent les dirigeants des pays côtiers, le Bénin, le Togo, on pourra parler du Ghana, de la Côte d'Ivoire, etc. Élisée Ribet-Labella-Diovi. Non, mais c'est quelque chose qui est prévu et face à quoi je pense que sur ce point précisément, nos autorités ont eu quand même de l'avance au niveau de la réflexion stratégique, au niveau des prises de décision au sommet des États, mais aussi au niveau de nos forces armées et également de nos structures de sécurité. Je pense que du travail a été fait. Mais il est évident que avec le fait qu'on a aujourd'hui, notamment dans les 2 grands pays qui sont considérés comme des pays sensibles, notamment on peut parler du Mali, on peut parler du Burkina, on a de plus en plus de forces militaires au pouvoir, on a des militaires qui sont au pouvoir. Cela freine leur élan et les djihadistes cherchent d'autres débouchés, mais pas que. Parce que quand vous prenez, il ne faut pas oublier que les vrais djihadistes, c'est des puissances qui sont derrière et que c'est les puissances qui sont les vrais djihadistes. Et donc, là, pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de s'accaparer toujours de nos États plus profondément. Et il ne faut pas oublier que si vous êtes dans un pays comme le Bénin, par exemple, il y a un projet entre le Niger et le Bénin, de pipeline et autres. C'est des milliards, c'est des dizaines de milliards, pour ne pas dire des centaines de milliards. Alors, est-ce que 2 pays africains, de l'Afrique noire, occidentale, vont gérer ce projet sans que l'ancienne puissance coloniale ou d'autres puissances multinationales ne viennent s'interposer et jouer à la sécurité en disant non, vous êtes des pays francophones et puis vous n'avez pas assez de forces de sécurité pour garder vos États, on vient pour surveiller vos aires, on vient pour surveiller l'air, vous n'avez pas la logistique, la terre, la mer, tout ça. Donc c'est ça. Au Bénin, par exemple, si vous prenez le tronçon l'axe Bénin-Niger, il y a ce projet de plusieurs dizaines, centaines de milliards. Je pense que dès que ce projet est venu, le terrorisme s'est manifesté. Je pense que ce n'est pas un hasard. Et quand vous allez aussi au Togo, vous savez très bien qu'il y a quand même un certain développement qui s'est enclenché, sans oublier qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore, dans la sous-région, il y a beaucoup de situations, de clivages politiques qui ne sont pas réglés. Vous savez que tout ça, c'est des terreaux pour le terrorisme. Mais en réalité, ce qui est derrière, c'est qu'on sait que maintenant, on est dans une période où il y aura l'exploitation de nos ressources minières et qu'il y a de grands projets qui sont engagés et qu'on est en train de parler de ZLECAf, la zone de libre-échange, tout ça. Donc,
il y a toujours le projet d'empêcher l'Afrique de se développer, de s'unir. Cela est fondamental dans le projet djihadiste qui est en réalité un projet soutenu par l'esprit d'expansionnisme, l'esprit d'impérialisme occidental. Ça, c'est très clair. Des populations, on sait que ces djihadistes sont très ancrés aussi dans la communauté, je dois dire, Élisée Ribet-Abel-Adjovi. Oui, absolument, mais avant de parler de ça, j'ai entendu à plusieurs reprises cette manière de minimiser l'implication des puissances étrangères. Et je voudrais dire au professeur Désiré Baloubi que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, peut-être que de sa position des États-Unis d'Amérique, il pense que ce n'est pas un facteur dangereux pour nous, c'est un facteur dangereux. Parce que lorsque vous avez vécu des centenaires à ce que presque votre histoire est oubliée, quand on vous dit non, celui qui est à côté n'est pas nuisible du tout, si vous vous levez, vous allez pouvoir changer les choses, alors que vous n'en avez pas les moyens. Pendant longtemps, est-ce qu'on a permis à ce qu'on ait les armes qu'il faut pour faire face aux choses? Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est parce que nous avons une volonté d'aller plus loin et qu'on sent, parce qu'avant même que vous-même, vous ne sentiez que maintenant, vous voulez aller à un niveau de progrès du moins, ils sont les premiers à le savoir. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais il est important de dire l'impact des puissances étrangères sur nos niveaux de développement. Parce qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est pas très important. Bon, arrêtons de ressasser. Cherchons des ressources. Professeur Baloubi, vous entendez. On travaille chaque fois par rapport aux ressources. On doit travailler pour s'unir ensemble. Pour s'unir ensemble. Oui, allez, Ribet-Abel-Adjovi, vous êtes très bien compris sur la question. Je pense que pris sous cet angle, je pense que nous sommes complètement d'accord. Voilà. Maintenant, quand on nous demande de nous unir, tout à fait, nous sommes prêts à nous unir. Je pense que, mais il y a un problème fondamental. Lorsque on se réveille le matin, on met le repas sur le feu et tout le monde attend qu'à midi on mange. Et on dit avant que midi ne sonne, allez vous reposer un peu. Et pendant ce temps, quelques oncles, quelques cousins mangent les 3/4 du repas dans la marmite et il reste un quart, il se pose un problème. Il faut qu'on règle les 2 tiers là sont mangés par qui? C'est le problème que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Il y a des situations qui sont critiques et il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on s'entende. Voilà. Mais s'il y a 10% de la population, qui garde l'essentiel des ressources de l'État et après disent il y a des difficultés, entendons-nous, et gérons la crise, il y a un problème. Surtout, avant ça, il faudrait que ce qu'il y a dans la cagnotte, que les uns et les autres, la population à la base qui vit dans la misère, elle part au moins à une partie de la cagnotte. Sinon, en fait, on est là dans un marché de dupes. C'est interpellant, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on a, mineurs sous terre, coincés. Et n'oubliez pas, nous avons entamé un nouveau cycle de 8. Et ça veut dire que véritablement ce qui se passe au Burkina Faso, ça semble banal, mais c'est très profond. Et nous sommes tous d'accord ici que c'est la situation de l'Afrique, en fait, qui est en train d'être vécue là. Et que à travers ces 8 mineurs, en cette période, dans ce nouveau siècle où nous sommes, nous devons alors, en tant que l'Afrique a la possibilité, avec ses ressources minières, avec ses ressources humaines, importantes, nombreuses aujourd'hui, telles que le disait tout à l'heure le professeur Désiré Baloubi, de mutualiser les énergies. Et c'est pour ça, j'en finirai en disant que ce leitmotiv de l'état de la diaspora africaine, renforcer l'Afrique par sa diaspora, renforcer la diaspora par l'Afrique, est très important. C'est très important de le faire parce que ça fait mal que ce continent-là se retrouve avec cette situation et pendant des jours, personne n'en a parlé. Et il a fallu que les autres tirent la sonnette d'alarme pour qu'on en parle davantage. On en parle, les médias en parlent. Oui, mais pas au début. Ça a duré pendant un moment avant que l'on a commencé à accentuer. Vu sous cet angle-là, cet angle bien ça symbolique, veut dire que le risque, le péril est grand puisque ces 8 mineurs sont sous le péril de la mort. Ça veut dire que l'Afrique s'est
maintenant ou jamais qu'il faut se lever pour sauver l'Afrique, sinon la situation est critique parce que les prédateurs d'avant se disent qu'après tout ce qu'ils ont fait à travers l'esclavage, à travers la colonisation, il faut recoloniser l'Afrique. Ça ne passera pas. Alors, un journal qui porte l'espoir, l'espoir de voir plusieurs numéros du label diplomatique qui en est à son 7e numéro. Élisée Ribé, label Adiobi, très beau design. Félicitations à vous. Vous en êtes le gouverneur. Vous êtes en même temps le président du caucus panafricain des journalistes. Professeur des